Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau livre de tarot. Le cahier des secrets, le 4e cahier du tarot d'Alain Baucher. Voyons ça. Alors, ce cahier du tarot, le 4e, le cahier des secrets. Voyons le 4e de couverture déjà. Voici que pour la 4e fois, Alain Baucher nous parle du tarot de Marseille. Il nous a entraînés tout d'abord dans la symbolique et la découverte de ses avatars multiples. À présent, c'est sur les voies de l'utilisation du tarot pour des besoins de communication qui nous entraîne. Et si le tarot était un outil de voyance? Et si c'était un véritable outil de voyance à distance? Et si en plus ça marchait? Alain Baucher nous fait découvrir dans ce nouveau tome les surprises et les étonnements des consultations téléphoniques. Ça marche. Donc voilà pour cette couverture. Ce que j'ai noté, c'était qui c'est qui Alain Baucher? Alain Baucher, calligraphe, peintre, photographe, sculpteur, écrivain, né en 1935. Après avoir été un petit peu partout, il s'est installé à l'étang de Pimpon, dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Patrie chère à mon cœur. Il a étudié les beaux-arts à Paris, section architecture, et sa drogue favorite, la peinture, et sa passion préférée, le tarot. Donc il fait de la peinture sur soie, de la calligraphie, de la sculpture sur pierre, de la photographie. Il a écrit de nombreux livres sur le tarot, un sur les runes, etc. Et il parle aussi de la revue de l'Arcane 14 sur le tarot de Marseille. Donc ça c'est pour parler du gars. Ce que je dirais aussi, c'est moi comment je l'ai connu. En fait, au départ, ce qui a tilté, c'était évidemment qu'il soit lui aussi comme moi breton, que lui soit à la forêt de Pimpon. Moi où je passais souvent en fait quand j'étais en études à Rennes pour retourner chez mes parents, je faisais une boucle par l'étang de Pimpon. Et donc, quelques années après, savoir qu'il habitait par là-bas, ça m'a inspiré. Et curieusement, en fait, je suivais un petit peu les échanges qu'il avait avec Chris Hadar. Donc, dans les années 2001, 2001, 2002, 2003 peut-être, où c'était savoureux. On sentait qu'il y avait une amitié entre eux dans leurs échanges, une réelle fraternité, et au-delà de petites divergences qu'il y avait, parce que Alain Baucher, c'est un chercheur en tarot, et il a relevé plusieurs anecdotes. Je reviendrai peut-être sur quelques-unes en parlant de son livre, et notamment, par exemple, que pour lui, enfin, ce qui est communément admis, on va dire, c'est à propos des outils, les 4 outils, les 4 familles des arcanes mineures, et leur relation avec les éléments. Donc les épées, on sait que c'est l'air, les coupes, on sait que c'est l'eau, donc là-dessus, il y a consensus. Et là, en fait, où c'était intéressant, c'est communément admis que les bâtons, c'est le feu, et les deniers, c'est la terre. Voilà, le côté matériel, tout ça. Et pour Alain Baucher, il expliquait que les deniers, c'était le feu, et que les bâtons, c'était la terre. Et il expliquait ça assez savoureusement, je me souviens bien, parce qu'il parlait de... Il y avait des choses assez naturelles, un côté peut-être aussi un peu druidique sur les bords, le rapport du végétal à la terre, le rapport du métal au feu, et il en parlait tellement bien, c'était savoureux.
Et donc j'ai bien aimé, voilà, ces passerelles qu'il y avait entre Alain Baucher et Chris Hadar. Donc voilà le brossage du gars. Et donc son livre, en fait, c'est un témoignage de voyance par téléphone. Et je vais t'expliquer tout ça étape par étape. En fait, chapitre par chapitre. Il y a 15 ou 16 chapitres et du coup c'est bien savoureux. Donc voyons ça. Ça commence en fait, le chapitre 1, c'est un appel inopiné. Que se passe-t-il? Et donc là, c'est la description d'une conversation téléphonique. Quelqu'un qui appelle chez Alain et il se demande qui c'est encore, quelqu'un qui va lui vendre une machine à laver par téléphone. Et puis, en fin de compte, la personne se présente au fil de la conversation qui est savoureusement retranscrite. Et donc, le type qui a téléphoné lui dit ben voilà, je dirige une société de communication, j'emploie dans ce cadre une douzaine de voyants de toutes disciplines. L'idée m'est venue, en lisant vos ouvrages, que l'on pourrait faire un livre qui expliquerait la technique de voyance par téléphone et par tout autre moyen de communication audiovisuelle comme le Minitel ou les nouvelles techniques du multimédia. Ça va peut-être te sauter aux yeux, hein, le Minitel, c'est en gros son expérience, c'est un truc qui s'est fait, je sais plus, fin des années 80, donc ça s'explique un peu aussi. Et donc voilà, un professionnel de la voyance par téléphone qui lui parle de ça. Alors évidemment, Alain Baucher dit quand même juste que lui, il n'est pas voyant, il est tarologue, il étudie le tarot. Et il ne pratique même pas, quoi. Il est juste chercheur, donc il étudie, et puis éventuellement il enseigne aussi un peu. Mais il explique tout ça de façon amusée, de façon humble. Et en fait, à la fin de ce petit chapitre, voici ce qu'il dit. En 2 ans d'écoute, j'ai plus souvent eu l'impression d'être un nouveau prêtre, un prêtre ouvrier travaillant dans un centre téléphonique ou à SOS Jésus que d'être un voyant patenté. J'en suis venu à regarder mon bureau dégorgeant de livres et de dossiers que mes recherches tarologiques exigent plus comme un confessionnal que comme un bureau. J'ai toujours refusé de le voir comme un divan de psychanalyste, de freudien ou jungien, et ce n'est déjà pas si mal. Car nombreux sont les consultants qui aimeraient avoir des consultations d'analyse sauvage. Ils ne font d'ailleurs pas un bon calcul, car cela leur revient beaucoup plus cher. Et le résultat n'est pas obligatoirement garanti. Il est vrai qu'il faut user de beaucoup de psychologie, mais non pas dans le sens du psychanalyste. Il s'agit plutôt d'éviter de choquer le consultant. Et s'il faut toujours lui dire la vérité, il y a des façons de le faire, avec délicatesse, plutôt qu'en heurtant par des propos trop crus. Donc déjà, j'aime bien. Voilà, on sait que ce qu'il a fait, voilà, c'est 2 ans de pratique de voyance par téléphone. Et comme je te l'ai dit, il est écrivain, calligraphe, peintre, etc. Mais tout sauf voyant, et en plus par téléphone. Alors, le chapitre 2, parce qu'en fait, là, ça va être des courts chapitres, hein, mais le livre, il se lit en 1 demi-heure, mais c'est savoureux comme tout, ça se lit, ça se relit, c'est pratique, c'est concret. Là, le chapitre 2, c'est des histoires d'amour. Extrait. Allô, je suis Josiane, je voudrais vous poser une petite question. Oui, Josiane, allez-y, que puis-je pour vous? Mon fiancé est parti avec une autre et j'aimerais savoir s'il va revenir. Quel âge avez-vous, Josiane? Quel âge a votre fiancé et comment s'appelle-t-il? J'ai 80 ans dans 8 jours et mon fiancé a 67 ans. Il se nomme Georges et il m'a quitté pour une petite gamine. Ah, quel âge a cette gamine? 70, vous vous rendez compte? Donc là, déjà, je plante juste le décor du petit chapitre, c'est gratiné.
Et puis un petit peu plus loin, il présente, parce que c'est sa première consultation en fait déjà, donc c'est savoureux, et il présente sa méthode de tirage en croix, donc qui est sympa aussi, puisque c'est avec plusieurs cartes tirées, etc. Et puis une carte donc centrale qui s'appelle la serrure, et une carte à l'extérieur qui s'appelle la clé d'entrée. Et donc il y a ce rapport entre la clé d'entrée et la serrure qui est un petit plus que je ne vois pas dans les tirages en croix habituels. Et il le décrit dans le livre à plusieurs reprises que cette croix, en fait, c'est vraiment son support idéal. Et il l'utilise à foison parce que c'est vraiment l'approche en fait, la plus rapide. Quand tu es au téléphone, il faut aller très vite. Et avec une croix, ça fait le taf. Et à la fin de ce petit chapitre, voici ce qu'il dit. Le terme voyant, dont me qualifient mes consultants, me gêne énormément. Néanmoins, il m'est impossible de les détromper. Mon langage quotidien oblige. De plus, cela les rassure déjà. Force m'est donc, hélas, d'accepter cette épithète, malgré toutes les réserves que l'on peut faire in petto. Les vrais voyants existent et ont toute ma considération et mon admiration. Point n'est besoin pour eux de support d'aucune sorte. Bien sûr, ils peuvent avoir besoin d'un support comme un objet de recherche par exemple, ou encore un parfum ou une odeur, mais ce n'est pas de ce genre de support dont je parle plus haut. Ils voient, c'est tout. Il n'en reste pas moins qu'en mon fort intérieur, je n'accepte pas cette appellation non contrôlée. Je sais que je ne suis pas voyant. Je sais lire, c'est tout. Je suis lecteur et veux le rester. Donc c'est vrai que le terme voyant, toujours, c'est toujours un petit peu connoté, malheureusement. Même si moi j'avais bien aimé ce qu'en avait dit Régine Saint-Arnaud, en disant que elle, dans son approche du tarot facile, je pourrais mettre en description, mais tu peux retrouver tout ça dans la playlist des lectures. Régine, en fait, elle disait que dans sa pratique du tarologique à elle, tout se faisait dans l'observation, la description de ce que l'on voyait. D'où le terme, en fait, que je trouvais plutôt rassurant de dire voyant, celui qui voit, celui qui regarde, voilà, etc. Mais c'est vrai que le terme voyant, c'est toujours un petit peu délicat. Alors ensuite, le chapitre 3, c'est l'heure esquisse, où il présente plusieurs consultations à la suite aussi. Et ce que j'en ai retiré, par exemple, de constater que je suis en mesure, grâce au tarot de Marseille, de répondre aux questions posées et de continuer cette enquête en espérant pouvoir la mener au bout. De constater que le tarot répond précisément si la question est précise et qu'il ne me laisse jamais en plan. De constater enfin qu'il se passe certainement quelque chose qui m'échappe complètement, mais qui ne m'inquiète pas du tout pour autant. C'est ainsi, et c'est bien. Je me trouve dans le cas du chercheur qui ne sait pas vraiment vers où chercher, ni quoi chercher, et qui doit plutôt se contenter de trouver, ce qui est un très grand acte d'humilité. Surtout que je ne sais pas non plus ce que je dois trouver. Je ne sais plus exactement, actuellement, si je devais chercher à savoir si la voyance par téléphone fonctionne bien, en tout temps, en tout lieu et en tous les cas. Ou si je dois trouver comment cela fonctionne. Ce sera la grande interrogation de tout cet ouvrage, et je ne sais pas si je pourrais y apporter une quelconque réponse un jour ou l'autre. Et ouais, il commence à constater avec les premières consultations que ça marche, que le tarot lui répond, et lui répond justement, avec justesse. Alors ensuite, le chapitre sonne l'heure, il indique en fait, oui, une technique pour connaître le temps. J'ai une technique pour connaître le temps, mais si complexe que je crains toujours que l'on s'y perde.
J'ai cependant eu des résultats surprenants, et ce, de plus en plus fréquemment. C'est pourquoi je veux te la donner ici. Donc en fait, c'est plusieurs codes, qui sont plus ou moins connus. Donc le premier système, c'est le système légal, c'est-à-dire celui de tous les jours. C'est le calendrier grégorien, où le code, c'est que au mois de janvier, le 1, le battleur, le février, la papesse, mars 3, l'impératrice, etc. Le chariot, le 7 juillet, ainsi de suite. Le second système est la datation dite traditionnelle ou initiatique, qui fait commencer l'année au 1er mars. C'est le calendrier julien. Donc mars 1, battleur, avril 2, papesse, etc. pour arriver en fait à septembre 7, le chariot, octobre 8, justice, etc. Et je me sens assez à l'aise dans ce système, et c'est à mon avis celui que le tarot emploie le plus souvent. Mais ce n'est pas le seul. Troisième système, le calendrier astrologique, où les mois sont signifiés par leurs signes symboliques. Mais là, il faut faire attention, car les mois commencent environ le 21 du mois, et se terminent le 20 du mois suivant. Donc attention aux erreurs. Alors donc lui, en plus, il poursuit en faisant les correspondances entre signes du zodiaque et tarot. Donc ça, c'est toujours un exercice délicat, parce que d'un auteur à l'autre, ça change. Et puis, ma foi, lui, dans son approche, toute personnelle, ça reste cohérent. Par exemple, Bélier, le diable, Taureau, battleur, Gémeaux, soleil, Cancer, lune, Lion, force, Vierge, impératrice, Balance, justice, Scorpion, pendu, Sagittaire, l'amoureux, Capricorne, l'ermite, Verseau, tempérance, Poisson, roue de fortune. Bon, c'est peut-être le système le plus employé par le tarot, mais il ne faut pas oublier que ça n'est pas le seul et qu'il faudrait à chaque fois réfléchir et même interroger plusieurs fois les lames, en posant la question: est-ce que c'est bien le système X que le tarot vient d'employer? Donc il faudrait faire en plus un tirage pour connaître les codes. Et ensuite, il présente aussi un autre code, le code pour les jours, avec lundi, la lune, mardi, maison Dieu, mercredi, impératrice, jeudi, empereur, vendredi, le toul, l'étoile, mais il écrit le toul, là je fais une petite parenthèse, parce que je sais plus trop, mais je crois qu'il y a une histoire où il explique qu'au départ, l'étoile, ou les étoiles, pour certains tarots, eh ben en fait ça s'appelait le toul, et le toul c'est un bassin d'eau, je crois, un truc comme ça. Et donc à l'origine ce serait ça, le toul, puis après que ça serait devenu, voilà, par des formations d'écriture, l'étoile. Et donc vendredi le toul, samedi l'ermite, dimanche le soleil. Donc ça c'est un petit code, voilà, de pratique. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a le témoignage savoureux de son expérience et agrémenté effectivement de consultations, mais toujours documentées. À chaque situation, on est vraiment dans un dialogue téléphonique, en temps réel quasiment, et en plus, il explique à telle situation, tel tirage, avec les lames en présence dans le tirage. Donc il nous fait profiter d'un tirage en situation réelle, quasiment en temps réel, et il nous explique les lames qui ont été tirées, et le tirage qui en a été fait, et puis le discours qui a été tenu par téléphone. Alors le chapitre suivant, c'est au chômage, au hommage. Donc là, on est parti sur des exemples de consultation, évidemment professionnelles, des questions d'ordre professionnel. Donc j'ai noté que pour travailler sur le plan professionnel, ma compagne et moi-même avons mis au point un tirage assez simple, tenant compte de l'état présent, des possibilités latentes pour arriver au futur possible. Et cette méthode est basée sur la tétraxtis pythagoricienne, donc la pyramide où il y a 4 lames en bas, puis 3 lames au-dessus, puis 2 lames au-dessus et une dernière lame. Donc cette méthode, il suffit de disposer sous forme de pyramide, comme le montre le dessin dans le bouquin. Donc 10 lames sont tirées au hasard. La base montrera
l'état actuel des choses, donc les 4 cartes. Le second étage donnera des indications sur le potentiel, alors que le troisième étage indiquera le meilleur choix pour le consultant, et le sommet sera le futur possible en combinaison avec la lame centrale du tirage. Donc voilà, il explique des tirages, et puis en plus, moi je peux montrer, il décrit les tirages obtenus en situation de consultation. Et voilou. Après, le chapitre suivant, c'est le même genre en fait, c'est du professionnel. Et là, je vais tenir juste le début, parce que c'est toujours très savoureux. Allô, j'appelle pour une voyance. Je m'en doute un peu. Je ne veux pas dépasser 10 minutes. Quelle est votre question? Je veux tout savoir sur mon avenir professionnel. En 10 minutes, c'est peut-être un peu court. Vous n'auriez pas plutôt une question bien précise? Je veux savoir si ma voisine de bureau va être mutée ou non, car je n'en peux plus la supporter. Vous comprenez? Elle fait de l'œil à mon chef. Donc voilà, c'est pour planter juste le décor un petit peu de ce qui peut en être de la suite de la consultation. Et après, bon, il y a une autre consultation qui est l'occasion en fait pour Alain de présenter un autre tirage qu'il utilise, le carré de Sator. Donc c'est un tirage très utile car il détermine immédiatement des associations souvent très significatives, puis travaille sur des plans d'ensemble qui permettent de donner un panorama intéressant sur le consultant et son métier. Il suffit de placer une lame dans chaque case supposée, puis de retourner les lames suivant les mêmes lettres. Celles-ci ont une signification symbolique que nous pouvons résumer ici. Alors, je fais les choses un peu à l'envers. Le tirage en lui-même, quand on dit le carré de Sator, ça te parle peut-être. C'est en fait un carré magique de lettres. Donc il y a comme un carré, on va dire, 5 cases en horizontale et 5 cases verticales. Donc en tout, ça nous fait 25. Et sous forme de mots. Donc Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Donc ce qui fait que quand on le lit horizontalement, ça donne ça, mais on peut le lire verticalement, Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Ce qui fait que voilà, c'est un carré magique connu, un petit peu des initiés, etc. Et qui est un des carrés magiques les plus anciens, qui parle de la Grèce antique, de Pompéi, de la Gaule primitive, etc. Et donc, Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas, ça dit ça en gros. Le laboureur tient son arrière et fait le tour de son œuvre. Voilà, il y a une symbolique derrière, et c'est pas mal parce que ça exprime une dynamique aussi de travail, de labeur, et donc de professionnel. Et c'est bien que chaque lettre est dans une position sur laquelle une carte va être posée. Et si bien que dans ce carré magique de lettres, eh bien, les lettres S, ça va être « Je suis », les premières cartes à tirer. Après la lettre A, j'agis. Après la lettre T, c'est mon tremplin. La lettre O, mes énergies. La lettre R, la mise en route. E, l'état de fait. P, les portes, les passages obligés. Et N, la conclusion. Donc c'est un tirage, ma foi, costaud quand même, parce que là on est sur de 25 cartes. Donc ça veut dire qu'il utilise les mineurs aussi. Et donc il décrypte voilà, ce tirage dans une consultation. Le chapitre suivant, c'est une petite interlude en fait, savoureuse, que je vais passer. En fait, le titre c'est Fausse blonde et hamster brun. Mais je te le conseille celui-là parce que c'est un exemple de consultation très anecdotique qui te fera rire forcément. Et ça montre qu'en 2 ans de consultation, il a dû en voir des choses. Et les chapitres suivants, justement, c'est un chapitre qui est un petit peu, qui est dur, qui est très dur.
mais il le partage. C'est un chapitre de santé. Il commence donc par nous présenter, voilà, il a un début de consultation et il sent utile d'utiliser un autre tirage, hein, le Muntus Nomen qu'il appelle, Muntus Nomen Dedit Coquis, où donc là c'est 16 plus 2 cartes, le même principe en fait sous forme de lettres. Et à chaque lettre, une symbolique. M, c'est le moi. U, c'est ce qui m'est utile. T, mon tremplin. Le S, ce que je suis ou ce que je sais. Le N, c'est ce que je connais. Le O, mon énergie. Et E, l'état des choses. D, la porte, le rapport avec Dalet, la lettre de l'alphabet hébraïque. Donc la porte, le passage obligé. I, l'inéluctable. Et C, le coup de canon de l'envoi. Donc c'est un tirage qui est assez savoureux. Et donc le tirage qu'il effectue, il l'explique. Et il sent au fil de la consultation que la personne est au bord du suicide. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il griffonne très vite sur un bout de papier et il demande à sa femme d'appeler en fait la plateforme de consultation de voyance pour que la plateforme appelle police secours, parce que cette personne a un très sérieux problème. Et donc, du coup, il sauve la vie de cette femme, et il détaille la suite de l'histoire, voilà, mais c'est puissant quand même, c'est prégnant. Et ensuite, donc, le chapitre suivant, c'est Retour. Donc là, c'est toutes les exemples de consultation ou des histoires de retour de l'amoureux perdu, etc. Donc ça aussi, c'est humain, c'est agréable, c'est juste. Ensuite, il y a un autre chapitre qui est mignon aussi. Hein, c'est toutes les personnes qui téléphonent et qui annoncent être envoûtées. Il y a cette lubie de toujours, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que je suis envoûté. Et pour ça, en fait, il avait un tirage gitan en 5 lames, en fait, un tirage du corps humain, en fait, une carte pour chaque bras, enfin, les bras, les jambes, la tête. Voilà. Donc, à utiliser avec les arcanes mineures uniquement. Donc, il explique tout ça, le déroulement de la consultation, d'une autre consultation. Et puis, le chapitre suivant, c'est, vous avez dit karma. Ça aussi, c'est important, c'est des situations où des impressions de déjà-vu, des situations où tu répètes un schéma, et où finalement tu retrouves des personnes que tu avais probablement rencontrées dans d'autres vies. Enfin, lui, il va justement travailler aussi là-dessus, sur les vies antérieures. Et ce que l'on traîne, voilà, comme casserole. Et il y a des petites citations que j'ai prises qui m'ont bien plu. Par exemple, il y a ceci. Le destin est un canevas, et c'est à nous d'y faire le dessin que nous voulons, d'y mettre les couleurs que nous désirons. Si nous voulons, nous sommes libres de faire ce que nous voulons sur cette trame. Ces grandes lignes sont précisément la chaîne et la trame de ce canevas qu'est la vie. C'est cela que perçoit le voyant, et il voit certains nœuds essentiels de cette existence, dont les rencontres karmiques. Voilà, donc ça c'est encore un sujet de consultation. Après il y a les espions. C'est amusant parce qu'il écrit espion avec un Z, espion avec un Z. Donc là je vais juste évoquer la consultation où finalement il se retrouve avec une femme qui a une voix très jeune et qui s'appelle Denise, qui correspond pas trop, on va dire, à une jeune femme des années 80. Et donc il lui demande sa date de naissance, et elle lui dit 1934. Donc là, pour une femme qui a une voix de jeune fille, c'est bizarre. Donc il lui demande un second prénom, et là c'est un prénom, c'est Gladys, bon, un prénom qui est déjà un petit peu plus courant, plus jeune, etc. etc. Et au fil du dialogue, en fait, elle est un petit peu prise au dépourvu, et puis donc lui, il fait sa croix pour voir un petit peu ce qu'il en est, et il sent bien tout de suite l'entourloupe que c'est en fait une journaliste.
Et donc du coup, il lui dit, voilà, je sais bien, vous êtes journaliste, et j'aimerais savoir quelle est l'orientation que vous voulez donner à votre article, car je sais que ce n'est pas une enquête sur la qualité des voyants. Et puis évidemment, la fille, elle raccroche. Donc si bien que, assez rapidement, Alain contacte la plateforme de voyance pour signaler que, attention, il y a une journaliste qui appelle tous les voyants de la plateforme pour sans doute faire un article, et qu'elle le fait en fait, ce que dit Alain, c'est qu'elle le fait de façon pas réglo, parce qu'elle aurait très bien pu se présenter, voilà, bonjour, j'aimerais connaître votre pratique, j'ai un article à faire, et puis etc. Même si parfois c'est vrai que pour tester les voyants, c'est bien aussi de faire les choses à l'aveugle. Mais là, le procédé, c'était pas très simple. On le sent en fait dans le texte, et c'est un sujet de consultation. Le chapitre suivant, c'est le mal d'être. Et là, en fait, c'est assez particulier parce que c'est quelqu'un qui appelle, et il sent tout de suite qu'il y a quelque chose de particulier. Il ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Alors il demande le prénom, et la personne dit Claude. Donc du coup, ça l'interpelle et ça confirme un petit peu son ressenti, où il est effectivement sur une ambivalence, parce que Claude, c'est autant un prénom féminin que masculin. Et donc là, du coup, c'est une situation particulière où il constate la difficulté de tout ça, et si bien qu'il utilise un tirage qu'il propose généralement pour mieux cerner un consultant et l'aider en fait à mieux se cerner lui-même. Il appelle ce tirage le chandelier, où il y a une partie gauche qui va représenter le moi, et la partie droite qui va représenter le je, et puis la colonne vertébrale donc de chandelier qui lui sera la réponse détaillée. Et si bien que voilà, il y a donc il est sous la forme de 13 lames en fait, et donc la consultation est détaillée sur ce point, avec cette particularité chez cette personne qui en fait est toute jeune, elle a 22 ans, et n'arrive pas en fait à se situer sexuellement, ni à être homme ni à être femme. Donc il y a un questionnement d'identité, d'où ce tirage du chandelier qui le décrypte de façon intéressante. Et après, il y a des choses sur lesquelles il s'exprime assez fortement, et il fait un petit détail à la fin de ce chapitre en disant que je sais que je ne dois pas juger, et qu'en me laissant aller à donner mon sentiment, je travaille un peu ma fonction de consultant téléphonique. Cependant, il est parfois des consultations qui m'ont fait mal, et je ne peux m'empêcher de penser que ce métier est moralement et psychiquement terriblement dur. C'est sûr, c'est sûr. Là, il y a beaucoup d'exemples qui sont savoureux. Il y en a quelques-uns qui sont durs, comme celui de la personne suicidaire. Mais c'est sûr que moralement et psychiquement, par téléphone, ça doit être dur quand même. Quand on pense aux gens qui font du démarchage téléphonique, souvent, quand ils appellent, tu réponds, les personnes qui sont chez elles et qui répondent n'ont pas forcément d'être dérangées. Et c'est particulier. Bon, là, c'est la démarche inverse. C'est quelqu'un qui a fait une démarche de téléphoner. Et il le dit d'ailleurs, Alain, le fait d'appeler, il y a quand même une démarche active. Et bien que ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui téléphonent, qui sont un petit peu perdus. Quand Alain les interpelle simplement dès le début en disant quel est votre prénom, il y en a qui bafouillent, qui ne trouvent pas tout de suite les mots. Enfin, il y a des situations de consultation anecdotique. Le chapitre suivant, c'est entreprendre l'entreprise. Donc là, il décrypte encore une autre consultation avec un autre tirage, le carré magique de Saturne. Donc un carré magique avec les 9 chiffres, donc, et qui font évidemment de côté en diagonale, le haut, le bas, l'addition en 15, etc. Donc il décrypte ce tirage qui est sympa, et dans cette consultation professionnelle en fait,
Ce qui est bien, c'est qu'à la fin du chapitre, il parle de l'art de la question. Le fait de bien poser une question, de bien la formuler, ce qui est très important. Parfois, la consultation relève plus de l'enquête policière que de la voyance. Ce n'est pas plus facile pour autant. J'ai eu un jour à déterminer pourquoi une entreprise florissante, apparemment, était en perte de vitesse totale. C'est une consultation qui durera longtemps, très longtemps, et qui fut douloureuse pour le consultant comme pour moi. Il n'était pas facile d'annoncer à un homme que son meilleur ami le trahit et le gruge clandestinement. Je ne détaillerai pas ici cette consultation car elle fut par trop douloureuse et je ne voudrais dire qu'elle fut menée uniquement au moyen de la croix, à une rapidité vertigineuse. Grâce aux questions parfaitement posées par mon consultant qui, faute de savoir choisir ses amis, avait une tête fort bien faite et ordonnée comme un dictionnaire de CD-ROM. La condition même d'une bonne consultation réside dans la qualité des questions. Une bonne question amène une bonne réponse. C'est la règle numéro 1 de la consultation. Alors ensuite, petit chapitre en vrac. Alors là, le chapitre en vrac, c'est du gratiné, c'est des extraits de consultation. Et c'est savoureux, c'est drôle. Alors j'en ai quand même pris quelques-uns. Allô, je voudrais savoir quand je vais mourir. Oui. Ah, désolé, là, je n'ai pas encore reçu les listings des prochains décès. Laissez-moi vos coordonnées et dès que vous serez décédé, je vous en renverrai un faire-part. Il joue le jeu aussi par moments de presque d'en rire ou de... Il y a un petit peu d'autodérision ou de décomplexer l'affaire. Alors, autrement, autre consultation. Allô, je voudrais savoir mon avenir sentimental avec qui? Donnez-moi son prénom, cela me suffira pour me connecter à lui et à vous. Donnez-moi aussi son âge, si vous le connaissez. Je ne connais pas son prénom, encore moins son âge, mais il est jeune. Mais il fait jeune. Allô, je voudrais connaître mon avenir sentimental avec mon patron. Je vais voir. Comment vous prénomme-t-on? Gérard. Et votre patron ne semble pas homosexuel? Hélas, non. Ça me désespère. Alors... non. Hélas, non. Mais je ne désespère pas. Alors continuez à espérer. Allô, je suis amoureuse. Voilà, une bien jolie chose. Oui, mais il a 20 ans. Peut-être, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oui, mais j'en ai 47. Donc ça c'est... Je détaille pas la suite des consultations, mais c'est le début, on tombe sur des trucs, c'est... Bonjour, je voudrais savoir quel est mon avenir avec Frédéric François. Aucun, a priori. Ce n'est pas possible. Il n'a pas arrêté de me regarder lors de son dernier concert. Vous vous trompez sûrement. Allô, je ne vous appelle pas pour moi, mais pour mon fils. Cela ne fait rien. Donnez-moi son prénom, son âge et posez votre question. Il se prénomme Robert. Il a 45 ans. Je voudrais savoir quand il rencontrera l'âme sœur. Voilà, je dis pas la suite. Allô, je voudrais connaître mon avenir sentimental, mais je vous préviens. Je ne crois pas à toutes ces sornettes. La voyance, c'est du charlatanisme, et je pense que vous êtes tous des escrocs. Alors vous avez intérêt à ne pas vous tromper. Tenez-le vous pour dit. De toute façon, je n'aime pas votre profession. Ok. Allô, ici Pierre, je voudrais que vous me disiez si j'ai une femme dans ma vie actuelle. Bonjour Pierre, quel âge avez-vous? 62 ans. Je vois que vous êtes marié, que par conséquent vous avez une femme dans votre vie. Je ne comprends pas vraiment votre question. Je parle d'une autre femme, vous ne voyez rien? C'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Donc le chapitre en vrac, c'est bidonnant.
Et c'était en fait l'avant-dernier chapitre, parce que le dernier chapitre, c'est dit comment ça marche. Et donc là, il s'interroge, il pose des questions sur le déroulement d'une consultation et peut-être essayer de mettre quelques éléments de réponse, de savoir comment ça marche. Ne me demandez pas trop comment fonctionne la voyance par téléphone, car en réalité, n'en sais rien du tout. Je constate que cela fonctionne bien, et même souvent mieux encore, mais de là à en décortiquer le mécanisme, il y a un monde. Cependant, je pense que l'on peut analyser le phénomène et que cela pourra aider les lecteurs à comprendre le pourquoi du comment. Donc il décrypte un petit peu le détail, le début d'une consultation, la rencontre, l'importance de bien poser la question, de bien la formuler. Et puis ensuite, il reprend un petit peu, il fait un petit résumé des tirages qu'il emploie. Alors c'est alors que commence le véritable travail. C'est alors que commence ma grande interrogation. Je ferme les yeux, essayant de n'être plus que la voix de mon ou ma correspondante. Je mêle lentement les cartes, puis je tire du paquet posé face contre le tapis quelques lames suivant l'orientation de la consultation. Je fais une croix lorsque j'attends une réponse binaire, c'est-à-dire oui ou non. Je fais une tétractis lorsque je veux connaître l'issue d'une situation ou d'une progression. Je fais un motus nomen lorsque je veux comprendre la personnalité de celui ou de celle qui est à l'autre bout du fil. A fortiori lorsque celle-ci ne parle pas, soit par refus de parler, soit par retenue. Et ensuite, il dit ceci. Je sais bien que je ne suis pas voyant. Cela ne fait pour moi aucun doute. Mais je sais aussi que je tire très souvent les bonnes lames, répondant parfaitement à la question posée, et que je saurais traduire du langage tarot en langage courant, intelligible, pour mon consultant. Je crois savoir faire ce métier de traducteur. Il y a déjà longtemps que j'étudie le tarot de Marseille en tant que langage, car c'est un langage imagé, symbolique, comme tout autre langage hiéroglyphique, rien de plus. Après, donc, il explique que on peut très bien décrypter de l'anglais, de l'allemand, du français, de l'hébreu, de l'arabe, du mandarin, sous ce principe-là. Et que du coup, on peut aussi se constituer un code tarot, c'est-à-dire un dictionnaire d'association. Voilà les étapes que lui a mis en place aussi. Et donc à la fin du bouquin, il y a quelques extraits que je veux te lire. Voilà, j'arrive à présent au terme de cet ouvrage. J'aimerais avant que de conclure donner quelques conseils à celles et ceux qui veulent utiliser le téléphone pour avoir une voyance et connaître leur avenir sentimental ou encore leur destin professionnel. Il y a quelques règles très simples qu'il faut appliquer pour ne pas être déçu. Primo, savoir que plus les questions sont précises, plus les réponses le seront. Secondo, savoir que plus on fouille un problème, plus on prend le risque de faire des erreurs. À chaque fois, je ne détaille pas en fait ce qu'il dit à la suite. Tertio, savoir que chacun fait son destin et le fait seul. Le voyant n'est pas là que pour donner les indications sur ce qui peut se passer, compte tenu du passé, du présent, du consultant. Et quarto, n'appelez pas au moment des repas. Le voyant a droit à avoir une vie privée. Donc voilà pour ce livre, en fait, un petit bouquin qui se lit facilement, qui est savoureux. Il est concret, il est pratique, parce que c'est un témoignage de 2 ans de voyance par téléphone, pour quelqu'un qui n'est pas voyant, qui est juste tarologue. Et donc ça te donne aussi peut-être l'idée de qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait qu'il répond juste. Et puis... j'espère au moins que cette présentation de livre un petit peu longue t'aura plu et t'aura peut-être donné envie de lire le livre. Et cette présentation, je l'ai faite sous la forme d'un petit clin d'œil pour Gabriel, à qui j'avais parlé de ce livre en lui disant
peut-être que ça pourrait t'intéresser. Donc voilà, je te dis à bientôt.